Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui on teste une voiture qui est assez rare, c'est la Toyota Supra. Oui, mais pas n'importe laquelle, c'est la GR boîte manuelle comme vous le voyez. Allez, c'est parti pour un petit galop d'essai où on va découvrir cette voiture très particulière et très sympa. Alors déjà la première chose, le son de ce moteur. Allez, je laisse encore les carreaux ouverts un tout petit peu pour vous le faire profiter, mais je vais vite les fermer. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'une certaine vitesse, eh bien, ça bourdonne. Et donc, on va se concentrer sur la conduite de cette voiture. Et d'abord sur son look. Alors, évidemment, la Supra, elle a un look génial. Elle a un look qui est carrément dérivé d'un concept car. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait la fameuse Toyota FT01 qui nous avait tous mis en haleine quand on avait découvert ces formes vraiment musculeuses et avec toutes ces prises d'air, etc. On était vraiment subjugué par cette voiture. Et bien, c'est la Supra qu'elle préfigurait. Et donc, cette Supra reprend pour les grandes lignes le style de cette FT01. Alors, il faut bien signaler qu'au niveau des lignes, des proportions, ça a dû être légèrement modifié. Pourquoi? Eh bien parce que la Supra est basée, comme vous le savez tous, sur la BMW Z4. Donc elle partage la même plateforme, le même moteur et c'est ce qui explique que, eh bien oui, elle sonne un petit peu comme une BM puisqu'elle a le fameux 6 cylindres en ligne, le P58 qui est un moteur absolument exceptionnel. Donc voilà, on a cette Toyota Supra qui, on va dire, revient un petit peu aux sources parce que comme on le sait tous, la dernière fameuse Supra avec le fameux 2JZ, eh bien, elle a été rendue célèbre par notamment le film Fast and Furious et surtout les préparations moteurs qu'on arrivait à en extraire. 1200, 1300, même 1500 chevaux, c'était quelque chose d'assez fou. Et c'était une voiture qui était extra performante et qui arrivait à tenir la dragée haute à des supercars, si pas des hypercars en termes d'accélération. Donc moi je vais commencer ici d'abord par la position de conduite, l'intérieur, etc. Comme à mon habitude, eh bien cette position de conduite, je la trouve pas mal du tout. On est vraiment dans un cockpit un petit peu, on dirait presque qu'on est dans un avion, dans un avion de chasse, quoi. C'est vraiment un cockpit qui est confiné. On a l'essentiel, mais pas trop. Il faut bien avouer aussi qu'au niveau de tout ce qui est boutons et interface, c'est un peu beaucoup du BM. Bon, Toyota a quand même fait l'effort d'avoir un écran d'instrumentation qui lui est propre, mais pour le reste, on a même l'e-drive qui a été conservé. Heureusement, parce que l'e-drive, il marche pas mal du tout. Et on a ce côté qualitatif. Donc, position de conduite, cette-ci, c'est la version GR boîte manuelle. Donc, je n'ai pas les sièges électriques, ce qui est un plus niveau poids. Alors, je dis tout de suite, le poids, on est légèrement en dessous des 1600 kg, ce qui est pas mal pour ce genre de voiture. Et puis, au niveau des interfaces que sont le volant et le levier de vitesse, je dois dire que j'aime assez parce qu'on a un volant avec une jante relativement fine et un levier de vitesse avec une forme très agréable, un petit peu à l'ancienne, avec cette petite boule qui me plaît bien. Donc, je dois dire que de ce point de vue-là, je suis vraiment gâté. J'aime bien être au volant de cette voiture, d'autant plus que, comme je vous ai dit, hein, c'est confiné, c'est un cockpit, ça fait vraiment voiture de sport, GT. On est dans une ambiance particulière, quoi. Donc, il faut en profiter. C'est de plus en plus rare aujourd'hui. Donc, bravo Toyota pour cela. Alors, je passe vite fait sur le multimédia. Rien de spécial, hein, c'est du BM. Hein. On a la navigation, on a l'iDrive, on a donc l'iDrive pour le piloter de façon hardware, de façon tactile, comme ça on peut faire un petit peu ce qu'on veut, hein. C'est assez facile à utiliser. On a aussi bien évidemment le CarPlay et l'Android Auto, donc de ce point de vue là je trouve que
que Toyota a bien fait les choses. Vous voyez les lapsus qu'on fait. Ben oui, c'est du BM, il n'y a rien à faire. Et c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ici, c'est des boutons absolument. Ça, c'est du BM, c'est du BM. Voilà, même le volant. Alors, voilà, petite touche, petite critique. Le volant, c'est un volant BMW ancienne génération parce que comme vous voyez ici, les boutons qui ont été utilisés, c'est des boutons qui nous ramènent à la période 2000-2010. Je crois que ma M3 E46 avait les mêmes boutons, donc un petit peu dommage. Par contre, allez, je vais pas être aussi élogieux parce qu'il y a des choses qui m'embêtent un petit peu au niveau de cette position de conduite, parce que à l'utilisation, je me suis rendu compte que le levier de vitesse, il n'est pas placé de façon idéale. Alors je m'explique, quand je suis comme ça, j'ai mon bras qui est légèrement vers la droite. En plus, si jamais j'ai le malheur de mettre ici quelque chose dans les porte-gobelets, ben, je dois ici un petit peu de côté. Je dois dire que j'ai l'impression que cette voiture n'a pas été pensée à la base pour avoir une boîte manuelle, mais plutôt une boîte automatique, parce qu'au niveau à la fois de l'alignement du levier de vitesse, qui est un peu trop vers le centre et pas assez près du conducteur, que de son positionnement par rapport au débattement, c'est pas l'idéal, parce que justement, pourtant moi je n'ai pas des grands bras, mais j'ai peur que les personnes avec des bras plus grands aient un problème au niveau du débattement du levier de vitesse, qu'ils doivent vraiment reculer leur coude. À voir, mais bon, c'est l'impression que j'ai. À part ça, je dirais que la vision périphérique, elle est bonne. On a une vision vers l'arrière qui est correcte aussi. Par contre, la vision 3/4 arrière, elle est un peu limite à cause du montant du pilier C qui est assez volumineux. Mais bon, voilà, c'est une voiture de sport. On peut lui pardonner de ne pas avoir une vision complètement parfaite. Alors, attaquons d'emblée la partie mécanique. On a donc affaire à une voiture coupée, propulsion, donc roue arrière motrice, avec un moteur 6 cylindres en ligne à l'avant, sur lequel est greffée une boîte manuelle. Attention, BM n'a pas mis de boîte manuelle sur son Z4. Et donc, on a une configuration qui est vraiment celle qui est typique des GT sportives, avec on va dire un équilibre dynamique qui est, on va dire, dans la pure tradition de la voiture de sport à l'ancienne. Mais avant de passer à la conduite, parlons d'abord mécanique, parlons moteur, parlons boîte de vitesse et donnons-nous le temps d'apprécier ce bel outil qu'on a entre les mains. Alors évidemment, le moteur 6 cylindres en ligne 3 litres turbo, le B58 de BM, on ne le présente plus. C'est un moteur qui est fantastique, d'onctuosité, de puissance, de couple et de musicalité. Je dois dire que s'il y a bien une chose qui m'a chaque fois donné la banane quand je rentrais dans cette voiture et que je la démarrais, c'était ce moteur, parce que ce moteur, il est juste fantastique. Il répond présent à tous les régimes. Il est à la fois hargneux en haut du contour, comme hyper doux et onctueux, mélodieux à partir des plus bas régimes. Donc je ne vous mens pas, mais franchement, j'ai évolué à des vitesses super basses. Par exemple, là je suis, allez, on va faire le test. Je me mets en quatrième, je suis à 30 km/h, 1000 tours, et ce moteur repart sur un filet de gaz. C'est absolument phénoménal. On a un moteur qui a des ressources complètement incroyables, une plage d'utilisation tellement large. Il fonctionne bien entre 1000 tours et 7000 tours. C'est vraiment une réussite ce moteur. J'adore. Franchement, c'est génial. En plus ici, comme on a la version GR, on a droit à la puissance majorée, puisque vous savez que d'origine, la Toyota Supra est donnée pour 340 chevaux. Alors, quand elle a été passée au banc, on a trouvé un peu plus. Mais ici, Toyota d'emblée est parti sur la version plus vitaminée, puisqu'ils annoncent 387 chevaux et 500 Nm. Donc, ramené au poids de la voiture qui est légèrement sous les 1600 kg, ça commence à causer, c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, au niveau des performances et des accélérations, c'est vraiment très chouette. J'ai adoré utiliser ce moteur, surtout avec la boîte manuelle. Alors, cette boîte manuelle, est-ce qu'elle apporte quelque chose? Oui.
Évidemment, elle est moins efficace que la ZF8 Rapport qui vient d'origine, mais elle donne plus d'implication du conducteur avec la machine. On est plus proche de cette mécanique, on sent mieux les choses. Et rien que le fait de se rendre compte qu'on évolue en 4e ou en 5e à si bas régime, ça apporte une certaine satisfaction qu'on ne réalise pas forcément si on est en boîte auto. Parce que la boîte auto, elle gère tout toute seule et on ne sait pas dans quel rapport on est engagé. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose qui me plaît beaucoup avec la boîte manuelle. Maintenant, si je dois être critique, allez, la boîte manuelle, elle est bien, mais bon, j'ai déjà dit, le levier de vitesse, pour moi, il devrait être un peu plus à gauche et un peu plus en avant. Mais surtout, la consistance de la boîte, malheureusement, elle n'est pas du niveau des toutes meilleures du marché que sont, par exemple, les Honda ou les Porsche GT. C'est une boîte BM, hein, on le sent. Elle a cette petite sensation, cette caractéristique un peu caoutchouteuse qui, moi, me plaît moins. Mais bon, voilà, c'est celle qu'on a, il faut faire avec, donc voilà, il faut le savoir. Et donc ce couple moteur-boîte est assez bien réussi. Je dois dire qu'il donne beaucoup de plaisir au quotidien parce qu'on se retrouve à jouer avec le double débrayage pour faire bien rentrer les vitesses. On écoute plus le moteur, on regarde le contour, on est plus impliqué. Regardez là, je fais une petite accélération et c'est fabuleux. En plus, on l'entend vraiment spouler le turbo, on l'entend qui monte en pression et il a cette sonorité, ce petit souffle, ce petit vous savez hein, ce que je veux dire, le petit bruit du turbo qui monte en pression, c'est vraiment super agréable et cette onctuosité de ce moteur, elle est magnifique. Donc voilà, je pense que cette voiture, on pourrait la résumer déjà rien qu'au moteur, à l'ensemble moteur-boîte qui est très très agréable. Maintenant, est-ce que tout est top? Malheureusement, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'avais déjà eu lorsque j'avais testé la Supra version originale en boîte auto. Je n'ai jamais été conquis par le setup de son châssis. Je m'explique. Elle a une direction qui est très incisive, regardez, il n'y a personne là derrière moi, hop, hop, c'est vraiment très réactif, même voire peut-être un peu trop réactif. Il faut vraiment être très doux avec la direction. Et alors, elle a un train arrière qui est, on va dire, qui manque de feeling, qui est un tout petit peu instable à la limite, surtout quand c'est mouillé. Et j'ai presque l'impression que au niveau de la configuration pneu-suspension, il y a un déséquilibre parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de poids à l'arrière par rapport à la taille des pneus. Et suivant les routes, on a par exemple des routes un peu bosselées, un peu avec des irrégularités. On a ce train arrière qui se dodeline et qui ne met pas en confiance. Et c'est encore pire lorsque la route est humide ou mouillée et qu'on est vraiment occupé à attaquer. Et là, on se retrouve avec une voiture qui est un peu trop nerveuse à mon goût et qui se révèle, on va dire, un petit peu dangereuse à la limite. Donc, c'est ça qui m'embête un petit peu de ce point de vue-là. Elle me fait un petit peu penser au sentiment qu'on a lorsqu'on conduit une muscle car américaine surpuissante, un peu lourde et qui a un train arrière un peu baladeur. Alors oui, elle n'est pas lourde puisqu'elle fait 1600 kg, mais elle donne cette impression d'avoir ce setup de suspension il y a quand même des équilibres entre l'avant et l'arrière. Et ça ne me met pas en confiance. Si je prends comme référence, par exemple, sa petite sœur, la GR86, eh bien, c'est exactement l'inverse. On a un moteur qui marche beaucoup moins bien, mais par contre, on a un châssis qui est super bien réglé, avec un train arrière qui, certes, est assez vif, mais qui, du fait de son poids plus contenu, est beaucoup plus facile à gérer, d'autant plus que le setup de la suspension est beaucoup mieux réussi sur la sur la GR86 que sur la Supra. Par contre, là où cette Supra est exceptionnelle, c'est son onctuosité et cette sonorité moteur qui, à elle seule, donne la signature de cette voiture. Hein. Franchement, c'est magnifique. Alors, qu'en est-il au niveau du confort? Eh bien, le confort, on a des sièges qui sont assez bien dessinés, ils sont bien maintenus.
On est bien maintenu dans les sièges, d'autant plus qu'ici avec cette version, on a la partie centrale en tissu Alcantara qui a une adhérence qui correspond au caractère sportif de la voiture. Par rapport au confort de suspension, il est un peu raide, surtout quand on actionne la touche sport qui à ce moment-là influe sur la partie moteur mais aussi sur la suspension qui est pilotée. Alors oui, au niveau de la boîte, vous avez entendu, moi je fais le double débrayage, mais il y a cette fonction qu'on peut programmer sur le multimédia ici. Alors là, vous avez vu, c'est du tactile, mais c'est aussi avec l'iDrive, donc c'est très bien. Alors tiens, tant que j'y suis, je vous montre consommation. J'ai consommé en général, voilà, je suis à 9,5 litres sur presque 1000 km, donc j'ai fait une grosse étape d'autoroute, mais j'ai aussi roulé sur les petites routes. Donc je me suis fait plaisir. Il faut compter un bon 10 litres quand on roule au jour le jour et qu'on se fait plaisir, ce qui franchement est vraiment raisonnable pour une voiture de cette puissance, 387 chevaux et 500 Nm et un moteur 3 litres turbo, donc franchement c'est pas mal. Alors on arrive tout doucement à la fin de l'essai, il est temps de faire une conclusion. Qu'est-ce que je dirais de cette Toyota Supra? Eh bien, alors d'abord son look, il est unique. D'ailleurs j'ai eu énormément de commentaires positifs par rapport au look de cette voiture, les gens ont adoré. Ça lui donne un caractère et une présence tout à fait exceptionnelle, donc ça c'est très bien. Au niveau de sa conduite, je dirais que la partie moteur-boîte, elle est top. Bon, la boîte un petit peu moins, mais on va dire allez, c'est bien parce qu'on a quelque chose à la fois de performant, de doux, domptueux, de mélodieux et qui nous met en communication avec la voiture. Donc ça c'est fantastique. Après, le côté tenue de route, je dirais que c'est un peu en demi-teinte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à mon sens une voiture qu'on peut conduire à la limite sur route. Bon, déjà par rapport aux vitesses qu'on atteint, mais je veux dire, quand je parle de limite, c'est aussi la limite du châssis. Donc on peut être à des vitesses raisonnables tout en étant dans des situations où c'est un petit peu délicat de la contrôler, par exemple sous la pluie ou dans des routes qui sont bosselées et qui tournent un peu trop. Donc ce n'est pas son fort. Je dirais que c'est une voiture qui est à apprécier comme une GT, une voiture qu'on apprécie en cruisant ou alors même en roulant vite mais de façon coolée. Donc vraiment la précision, il ne faut pas la brusquer ou alors si on veut le faire, il faut aller sur circuit. Mais sur route, je dirais que c'est quand même une voiture qui reste délicate si on a envie d'aller à sa limite. Voilà, je crois que je vais terminer là-dessus. C'est une belle proposition, d'autant plus qu'elle est rare. Donc c'est une chose à souligner aujourd'hui, de pouvoir avoir accès à une voiture de cette qualité à un prix qui est tout compte fait raisonnable. Hein, on est dans les 70 000 €. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, mettez le like et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner parce que la chaîne continue de progresser, c'est clair, mais j'aimerais bien qu'elle progresse plus vite. Donc allez, ciao, à bientôt.